Bienvenue au podcast de DiaCoach, avec une communauté positive qui discute, qui papote, mais qui discute de quoi? Du diabète traité à l'insuline. Pourquoi podcast? Parce qu'on fait un enregistrement en podcast par la même occasion. Saison 3, épisode 3. Je ne sais toujours pas où on en est, mais c'est bon comme ça. Alors on s'excuse un petit peu pour le démarrage du premier live avec des problèmes de son qu'on espère avoir réglés cette fois-ci. De toute façon, vous pouvez revoir en replay cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Nathalie Kézin, patiente experte et présidente de l'ASBL DiaCoach. Nous sommes en direct et vous pouvez dès à présent dans les commentaires poser vos questions que Marina nous transmettra. Bonjour Marina. Aujourd'hui nous accueillons Pascal, patient expert comme moi. Alors on va parler du statut et ce que c'est un patient expert, puisque nous sommes tous les deux patients experts pour nos différentes maladies, que tu vas un petit peu nous expliquer quelle maladie tu représentes, qui n'a rien à voir avec le diabète traité à l'insuline. Par contre, ce qui nous rejoint aujourd'hui et sur lequel on combat tous les deux, c'est ce statut de patient expert, et tu vas expliquer ce qu'on y fait tous les deux. Donc bonjour Pascal, peux-tu te présenter? Bonjour Nathalie, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, donc en fait je suis atteint d'une pathologie rare, donc une sclérodermie systémique diffuse. Pour ceux qui veulent, ils iront voir sur internet. Et sinon, ils auront tous les renseignements sur notre site sclérodermie.be. Voilà, je suis le président de cette association. Et comme c'est une maladie rare, il n'y a pas beaucoup de patients, pas beaucoup d'aura autour de cette pathologie. Donc on s'est regroupé avec plusieurs maladies inflammatoires rhumatismales et on a créé l'association Claire. Et là qui regroupe déjà beaucoup plus de pathologies connues, la polyarthrite, le lupus, la spondyloarthrite, pour ne citer que celle-là. Et donc voilà, on est déjà plus nombreux à essayer de sensibiliser le monde politique et les patients par rapport à notre expertise du vécu de la maladie. Parce qu'un patient expert, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui va dire à un médecin ce qu'il a à faire. On laisse au médecin l'expertise de la maladie, c'est son métier. Mais par contre, là où on doit nous entendre, nous patients, c'est qu'on n'a pas de jour férié, on n'a pas de vacances quand on est malade. Et ça nous donne une expertise de la vie avec la maladie. Voilà, et à ce titre-là, on aimerait bien faire changer certaines choses dans les milieux hospitaliers, dans l'apprentissage, dans les cours qu'on donne aux futurs soignants, voilà, dans certaines législations, dans certaines reconnaissances de maladies. Et je pense que là, de plus en plus, on commence à entendre la voix du patient. Voilà, et c'est encourageant, mais c'est qu'un début et il y a encore beaucoup à faire. Voilà. Et donc, comme vous l'aurez compris, donc ici, dans ce Facebook Live, on n'est pas tellement là pour parler du diabète en soi, mais plutôt du regroupement de toutes les maladies chroniques en tant que patient expert. Et qu'est-ce que nous faisons auprès, comme tu l'as dit, des patients eux-mêmes, dans le milieu hospitalier, dans le monde de la recherche, les instances politiques où on défend notre statut et notre vision, et enfin dans l'enseignement auprès des soignants. Alors, faut-il avoir fait des études pour être un patient expert? La seule étude, c'est l'étude de la vie, c'est l'école de la vie, et je crois que c'est la plus importante parce que chaque patient a son vécu. Et c'est important, c'est ça son bagage principal, c'est savoir comment est-ce qu'il fait au jour le jour pour lutter contre sa maladie, comment est-ce qu'il peut être aidé. Il n'y a que lui, il n'y a que le patient lui-même qui peut savoir ça. Et donc ça, c'est l'étude, c'est la seule étude qu'il faut avoir fait, mais elle vient avec la maladie. Après, il n'y a pas du tout de niveau scolaire à avoir, c'est ouvert à tous les patients de longue date qui ont peut-être, c'est vrai, déjà fait un travail
de résilience ou d'acceptation de sa maladie, parce que c'est vrai que ça aussi c'est très très dur. Mais là encore une fois, les patients experts a tout son rôle à jouer en tant que, je veux dire, père aidant par rapport à des nouveaux diagnostiqués qui ont dû franchir le cap de l'acceptation. C'est vrai qu'il faut faire le deuil de sa vie d'avant. Voilà, c'est pas du tout facile, mais là encore une fois, on est là pour se soutenir en tant que patient. C'est vrai qu'on n'intervient absolument pas dans tout ce qui est médical, ça c'est vraiment pas notre domaine, mais on est plus là en complément. Et on a l'habitude de travailler vraiment en co-construction, soit avec les enseignants, soit avec les médecins, soit avec les personnes qui sont dans la recherche. Et on est vraiment là pour apporter notre expertise et notre ressenti. Et comme tu l'as bien dit, il ne faut pas avoir fait des études, mais plutôt l'école de la vie. Mais tu peux quand même expliquer que maintenant, on a quand même une formation. C'est quelque chose qui va dans l'avenir devenir de plus en plus légiféré, on ne devient pas se proclame pas. Voilà, patient expert avec un certificat et tout ça. Patient expert, en effet, il y a un minimum de formation à acquérir, déjà pour savoir s'adresser correctement au public cible. C'est pas la même chose si on parle à des enseignants, si on parle avec des patients, si on parle avec des élus. Le temps de parole aussi, donc on a des formations sur la manière de rédiger un projet ou un contact. Voilà, on doit quand même avoir un certain recul sur notre maladie. On n'est pas là pour se venger parce qu'on a eu un problème avec un médecin. C'est pas ça être patient expert. Voilà, c'est se mettre au service de la communauté pour faire avancer les choses dans la condition du patient. C'est vraiment ça qui est important. Voilà, mais c'est effectivement dans tous les domaines qu'on est de plus en plus appelé pour notre expertise, parce qu'elle est réelle et elle commence à être reconnue. Alors vraiment, ça c'est une chance pour nous aussi. Maintenant, c'est un petit peu la croisée des chemins, et il faut maintenant demander un petit peu à légiférer ou à avoir une formation comme le PEC qui est reconnue par l'INAMI. Alors PEC, c'est Patient Expert Center, hein, donc voilà. Nous avons tous les deux suivi cette formation, on peut dire qu'on est en plein dedans. Oui. Mais toi, tu as suivi en plus une formation à Nancy. Oui, j'ai suivi 3-4, parce qu'en fait, voilà, ça m'intéresse vraiment la formation. Tu es un super expert, toi. Par les patients. Par rapport à moi. Non, mais je pense que pour connaître et faire reconnaître un patient expert, il faut savoir de quoi on parle. Donc j'ai décidé d'aller voir ou de suivre toutes ces formations, d'essayer d'en prendre le meilleur. Pour pouvoir créer ça en Belgique, parce que ça n'existe pas. Ça existe déjà depuis pas mal de temps en France. Alors voilà, il y a l'université libre de Bruxelles qui a essayé avec le modèle de Montréal. J'ai suivi le certificat universitaire. J'ai suivi une formation avec la LUS, qui est la Ligue des usagers des services de santé aussi, qui intervient, elle, plus particulièrement dans la formation des futurs soignants. Mais c'est plutôt pour être patient formateur, là. Oui, mais voilà. Ils l'appellent comme ils veulent. Hein. C'est vrai que patient expert, c'est vraiment un mot général où on peut dire patient partenaire. Voilà, patient partenaire à l'ULB, patient expert ici avec le PEC, père aidant. Voilà. L'important, c'est de mettre nos connaissances au service, voilà, exactement, du système de santé, des futurs soignés, des futurs soignants, parce que de plus en plus, on se rend compte qu'il y a une fracture entre ce qu'on apprend à l'école et ce que les soignants vivent dans la réalité. Donc voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de défis à relever à ce niveau-là. Et ça, en fait, on l'a tous les deux fort ressenti, puisqu'on a fait le même cursus à l'UCL, où on était intervenu à une année d'écart, toi l'année passée, moi cette année, dans le master en santé publique d'Isabelle. Voilà.
sur l'éducation thérapeutique. Ouais. Et c'est souvent des personnes qui sont déjà dans le métier, et donc il y a un peu de tout, infirmiers, pharmaciens, diététiciens, et qui viennent suivre un master en éducation thérapeutique. Et là, on sent vraiment qu'il y a un regard qui s'ouvre avec notre participation. Mais il y a une reconnaissance de notre participation et de notre expertise dans le vécu de cette maladie. Et donc, même encore à des gens qui ont 15 ou 20 ans déjà de pratique dans les soins de santé, on leur est encore utile, et on leur est utile parce qu'ils disent ah oui, j'avais jamais pensé à ça, effectivement ça va rentrer en moi, et je pourrais y penser la prochaine fois que je devrais intervenir, voilà. Et donc ça c'est déjà ça, c'est être utile aussi, parce que quand on est malade, c'est aussi très intéressant d'être à nouveau valorisé, hein, parce que dès qu'on rentre plus dans une case ici en Belgique, on a l'impression qu'il nous reste juste la corbeille de papier, quoi. Donc voilà, c'est un travail sur soi, mais voilà, c'est très valorisant. Et voilà, oui, je parlais du cours d'Isabelle. Moi, je suis intervenu à l'université de Liège, où j'étais interpellé par une jeune, enfin, elle était en 3e année d'infirmière. Elle me dit, on leur dit à l'école de prendre le temps de parler avec les patients. Nous, en tant que patients, on en est convaincus, mais dans la réalité, elle a eu un rapport de stage négatif parce qu'elle prenait trop de temps pour parler avec les patients. Donc voilà, ça c'est vraiment la confrontation du monde de la théorie et du monde pratique avec Oui, parce que on n'arrête pas d'entendre que les infirmiers, par exemple, ont de moins en moins de temps et ils ont de plus en plus de patients. Et nous, en fait, on est là aussi pour leur expliquer que malgré ça, il y a moyen de faire de l'éducation thérapeutique et de parler autrement au patient et de s'intéresser à lui autrement. Comment est-ce que tu pourrais expliquer, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? J'en ai touché un petit mot là tout de suite, c'est valorisant parce que quand on tombe malade, déjà on ne l'a pas choisi, on le subit et on n'est plus rien, quoi, hein. Le monde s'écroule, il faut faire le deuil de sa vie d'avant. Donc moi, pendant 42 ans, j'ai vécu tout à fait normalement, en bonne santé et tout. Et puis on rentre, on n'est plus rien, on lui dit voilà, vous restez chez vous, vous devenez invalide, vous ne faites plus rien. Et on a l'impression on n'a plus de sens un petit peu à l'existence. Donc déjà, c'est retrouver ça, c'est retrouver une valorisation. Et c'est aider la communauté, c'est vraiment se sentir utile. Moi je suis... entre guillemets, je suis payé du sourire et de l'empathie des infirmiers ou des gens pour qui j'interviens. Voilà. Et quand ils me disent j'ai appris ça et ça je vais l'utiliser, je me dis voilà, j'ai gagné ma journée et voilà, je suis plus pas là pour rien comme on voudrait essayer de me le faire sentir au niveau malade. Très joliment dit qu'on est payé par des merci, parce que c'est vraiment ça en fait, hein, c'est beaucoup de gratitude et voilà, du temps qu'on passe. Mais en parlant justement du temps qu'on passe, est-ce que c'est rémunéré? Est-ce qu'on peut en faire un métier, être patient expert? Non, moi je m'en défends. On peut en faire un métier, mais bénévole. Donc voilà, on a une reconnaissance toute petite maintenant, mais non, on n'est absolument pas payé. Et moi je plaide pour ne pas être payé directement, parce que je pense qu'encore une fois, l'argent viendrait salir tout ça et créerait des vocations qui n'en sont pas. Non, on n'est pas là pour se remplir les poches en tant que malade. On est vraiment là pour faire avancer un système grâce à notre expertise du vécu, de tout ce qu'on emmagasine comme bagage de savoir de vivre avec cette maladie au jour le jour. C'est vraiment ça, c'est du savoir de vivre. C'est du savoir de vivre. Ouais. Et ça, voilà, on doit. Alors maintenant, on nous appelle aussi les experts du vécu, mais à ce titre-là, si on est expert, c'est normal qu'on puisse avoir une reconnaissance. Et donc, moi, je plaide pour que le PEC, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, le Patient Expert Center, puisse commencer à facturer les interventions des patients, comme ça commence déjà à se faire par rapport aux firmes pharmaceutiques, par rapport voilà, on a des dégrèvements parfois
pas toujours, mais Non. quand on intervient dans certaines écoles. Oui. Mais voilà, je trouve que ça, c'est déjà un strict minimum, c'est au moins de ne pas devoir, que ça nous coûte de l'argent en plus. Mais que effectivement, il pouvait y avoir une certaine rétribution, elle serait donnée au PEC et en partie à nos associations pour nous permettre de vivre. Parce que toutes nos associations, c'est aussi un grand combat pour arriver à les faire vivre et les faire survivre, c'est d'avoir des fonds. Et je trouve que ce serait une manière de financer. Voilà, les firmes pharma veulent de plus en plus font intervenir les patients. Que ce soit dans de la recherche, mais Dans que les ce soit comités aussi d'éthique, hein. dans les comités d'éthique, dans le développement des médicaments, Aussi. de savoir si par exemple, est-ce que vous préféreriez avoir soit une piqûre tous les 15 jours, soit un médicament tous les jours, quelle grosseur le médicament doit avoir par rapport à certaines pathologies où on ne sait plus avaler. Voilà. Et alors, bon. Développement d'applications, est-ce que ce serait Exactement. utile pour vous ou Exactement, pas du tout? tout ça, Enfin, voilà. Il y a plein, Voilà, il y a plein, il y a les écoles hein, qui maintenant sont convaincues. Il y a des, tu le sais, on est carrément appelé à donner notre avis sur des syllabus avant qu'ils soient remis à des élèves, Oui. parce qu'on c'est vraiment de la participation active qu'on fait. On n'est pas, voilà, on n'est pas comme certains le pense et l'aimerait encore, un patient plante qu'on nous dépose dans un comité en disant voilà, comme ça je fais bien, j'interviens avec des patients, mais on leur demande surtout pas leur avis. Je pense que pour ça, on peut nous faire confiance à toi et moi, on est assez révolutionnaires de ce côté-là. Ouais. Dès qu'on se sent être trop mis sur le côté, être une plante, ben voilà. Ça ne passera pas. Ça passera pas, un gros coup de gueule, et on prend la porte et on s'en va. Oui, donc bien sûr, il faut, voilà, ils ont besoin aussi de notre expertise et de faire avancer les choses. Ça va même plus loin, en tout cas dans certains hôpitaux, pour qu'ils aient leur accréditation, dans le futur, ils seront obligés d'utiliser des patients experts. Voilà, mais pour l'instant, c'est juste une recommandation. D'utiliser des patients. Mais est-ce que c'est un patient expert qui va justement pouvoir mettre son grain de sel là où il y a besoin de le faire, et encore pour faire avancer le système, hein, pas pour se manger d'un médecin ou d'un truc. Non. On est bien d'accord là-dessus, on n'est pas là pour ça, mais pour relever certaines incohérences dans certains services, certains dysfonctionnements, voilà, des choses comme ça, pour que des erreurs ne puissent ne plus arriver et tout ça. Hein. Voilà, encore une fois, c'est pour l'instant, ce sont les directions des hôpitaux qui s'occupent de gérer les erreurs ou les plaintes des patients. Voilà, moi j'irais même vers un ombudsman, donc une personne totalement indépendante de l'institution pour gérer, parce que on peut pas être juge et partie à la fois, c'est bien connu. Or pour l'instant c'est ce qui se passe. Donc voilà, il y a certaines choses il y a encore pas mal de choses à changer, mais je crois qu'il y a un nouveau vent qui souffle sur l'empowerment du patient. Ah oui, ça c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Hein. Et alors il y a aussi le paradigme. Le changement de paradigme. Voilà, qu'on aime bien utiliser. Attendez, oui, il y a quoi comme vrai. terme encore qui revient tout le temps, qui me font bien rire? L'éducation thérapeutique, avant, par rapport à l'empowerment. Moi, dans le diabète, j'ai connu l'éducation thérapeutique depuis que je suis enfant. Donc maintenant, on vient un peu avec de l'éducation thérapeutique, mais en fait... on se rend compte que dans les services, ça va au-delà de l'éducation thérapeutique que d'expliquer un traitement ou une pompe à insuline ou toi la prise d'un médicament 3 fois par jour, etc. Il y a maintenant, heureusement, toute une attitude par rapport à cette éducation thérapeutique. C'est comment enseigner ces informations. Oui, mais j'irai encore plus loin parce que il y a une éducation thérapeutique qui se développe, et c'est bien, mais je trouve que dans ces éducations thérapeutiques, on ne fait pas encore assez appel aux patients experts, partenaires, si tu veux. Parce que lui, il sait dire ce qui lui a manqué au niveau de l'éducation. Et là, il peut dire, voilà, moi je pense qu'on devrait parler de ça. Alors, je vais... C'est une petite parenthèse, je suis en train d'essayer de créer un modèle d'éducation thérapeutique. Et donc j'ai un questionnaire Google qui tourne pour justement savoir quelles sont les attentes du futur patient. Et je ne me positionne pas en tant que soignant en disant « Ah, moi je trouve en tant que médecin que c'est important de leur dire ça et ça. » Non, il faut aller chercher le client, on va dire le patient, en lui donnant ce qu'il a envie de répondre. Et dans 80% des cas,
je ne sais pas s'il y a des médecins qui suivent ce podcast, mais ce serait bien qu'ils enregistrent. Non, mais dans 80% des cas, mes réponses, la première chose qu'on nous demande, c'est d'apprendre à digérer l'annonce du diagnostic. C'est pas les médicaments, c'est pas les trucs, non, c'est de la psychologie. Ouais. Voilà, parce que notre vie, elle va changer du tout au tout. On n'est pas du tout prêt à ça. Après, c'est concrètement les choses auxquelles on a droit, comment ça se passe sur un aspect médical, mais aussi législatif, sociaux, financiers, enfin, tout change. Hein, il y a tout. Voilà. Et ça sont les deux préoccupations primaires d'un patient nouvellement diagnostiqué. Prenez-en bonne note. Oui. Moi, je voudrais un peu que tu m'expliques quelles sont les compétences qu'on a et qu'il faudrait avoir pour toi. Allez, deux, trois compétences hyper importantes pour être un patient expert. Qui sont vraiment importantes. Oui, alors il faut voir dans quel domaine le patient... Déjà, c'est important pour lui de savoir dans quel domaine il aimerait se diriger, dans quel domaine il se sent à l'aise. Donc, il y a une formation générique à la formation, mais surtout, on nous demande si on préfère travailler avec des patients, si on préfère travailler et être chargé avec des institutions, oui. Avec voilà, si on veut être vraiment sur la première ligne de soins, si on veut, ou si on veut essayer de faire changer les lois et tout ça, parce qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise. Les lois, c'est vraiment des débats où les politiques interviennent, les médecins. Oui, et, voilà, comme par exemple, moi j'ai participé il n'y a pas longtemps à un débat sur la remise au travail après 2 ans de personnes qui étaient sous la mutuelle, avec Van den Broek qui veut remettre. Donc voilà, c'est super important d'avoir l'avis des patients là-dessus. Donc, mais est-ce qu'on est obligé de choisir absolument un des 4 ? Non, on n'est pas obligé de choisir. Il y a certaines choses qui nous portent à cœur plus que d'autres. Voilà, parce que moi je voyage un peu. Mais oui, nous aussi, quand on est... Voilà. Dans les 4, je choisis... j'aimerais bien tester, par exemple, un nouvel appareil de lecteur à glycémie continue qui sort, ou ce débat politique m'intéresse sur par exemple le statut d'une allocation pour le handicap. L'éducation, voilà, on peut voyager, on ne doit pas prendre non, c'est pas parce qu'on a pris une voie que... C'est bien de se positionner par rapport aux choses qui nous touchent à cœur. Voilà. Et dans lesquelles on est à l'aise aussi, parce que c'est ça, on aura un meilleur rendement, entre guillemets, si déjà les choses nous portent à cœur. Et si on les maîtrise aussi, hein. Si on se dit j'ai envie de changer les lois, c'est très bien, mais il y a quand même tout le système de la carte sociale, on l'appelle comme ça en Belgique. Il faut savoir à quel étage, hein. On sait très bien que le système de santé belge est fractionné, refractionné, on a 9 ministres de la santé, donc voilà, il faut savoir que si cette chose-là, il faut aller demander au niveau fédéral, au niveau régional, au niveau des communautés, et donc c'est vraiment à ce niveau-là beaucoup plus complexe, et il faut avoir une formation. Tout à fait. C'est comme par exemple participer à un comité d'éthique dans la recherche, il faut quand même avoir un bagage derrière, on ne peut pas arriver comme ça sans savoir où on met les pieds. C'est logique, il faut des notions, un minimum de notions, même scientifiques, ou en tout cas sur la législation aussi, hein. Quels sont les droits du patient, tout ça, quel que soit l'étage où on veut travailler et donner son expertise en tant que patient expert, tout ça, il faut quand même maîtriser. Tout à fait. D'où l'importance de cette formation. Oui, voilà. Et nous, on aimerait bien que ça bouge encore un peu plus encore au niveau politique pour qu'on ait vraiment un statut et qu'on puisse être un peu partout. Donc on vous invite à nous rejoindre. Alors il faut savoir que on est tous les deux, nos associations sont à la LUS. Oui. Et la LUS en fait représente, je pense, 86 associations. Donc pour ceux qui suivent ce Facebook Live, vous pouvez toujours aller retrouver une association par rapport à votre maladie chronique et savoir si vous pouvez vous inscrire via l'association pour devenir patient expert et patient partenaire, parce que c'est un peu par l'association qu'il faut arriver
Oui. dans le groupe. C'est vraiment l'association qui doit faire appel au PEC en disant j'aimerais rejoindre le PEC en tant qu'association. Et voilà, il y aura une décision vraiment collégiale du PEC à ce niveau-là. Mais c'est très important. Voilà. Alors juste un petit mot, parce que tu dis qu'il y a 66 associations à la Non, LUS. 86. 86, pardon. Et c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est pas beaucoup. Mais ce qui est très important de savoir, c'est qu'au niveau de la LUS, ce sont des associations de patients pour des patients. Et je crois que c'est l'OMS qui donne cette définition. Une association de patients, c'est minimum 50% du conseil d'administration qui sont des patients. Et là, c'est une association de patients, pas pour des patients, et pas une association de gens que je n'ai pas à critiquer, hein, qui ont de l'empathie, qui veulent, mais qui ne sont pas patients et qui n'ont pas cette vision du vécu et du besoin d'un patient, parce que qui de mieux qu'un patient, c'est ce dont a besoin un autre patient. Et souvent, les associations n'ont pas le même but par rapport à leur constitution aussi dans leur, les objectifs. Mais c'est vrai que tu as raison de rappeler ça. Et donc, nos propres associations, on recrute. Forcément. Oui, ça de toute façon. Hein, tous les deux, on recrute. Le nerf de la guerre, le bénévolat. Mais voilà, mais on recrute, n'hésitez pas, parce que voilà, c'est valorisant. On recrute pour la saison 2023. Voilà, pour la nouvelle session qui commencera, en tout cas avec le PEC, le Patient Expert Center. Alors c'est quand même beaucoup, on a quand même on a plus de 20 élèves, nous, les deux associations ensemble. Donc, Mais cette année, on était 4 associations à suivre les cours, donc il y avait Claire, Diacoach, j'arrive jamais. Drépanocytose. Oui, voilà, je le lis toujours à l'envers, et alors la quatrième... Et qui cancer avec Alice. Voilà. Ouais. Et, je crois qu'il y a une quarantaine d'élèves, c'est ça? Il y a une quarantaine d'élèves côté francophone. Il faut savoir que la formation se donne aussi en néerlandophone pour les associations en néerlandais. Et donc, éventuellement, si vous voulez venir nous rejoindre dans nos propres associations, mais que vous avez plus facile avec la langue en néerlandais, il y a moyen de suivre la formation en néerlandais aussi. Tout à fait. C'est vraiment le PEC est national et est totalement bilingue. Hein. C'est très important. Je crois que c'est important de rester unis, tous les patients ensemble et tout. Et d'ailleurs, on parle la même langue. Oui, on parle le même langage. C'est pour ça qu'on parle beaucoup tous les deux. Hein. On a des vraies pipelettes. Dis, Pascal, comment est-ce qu'on peut faire pour te contacter s'il y a un patient qui a la même maladie chronique Oui, alors vous pouvez me retrouver soit sur claire.be, donc clair.be. Voilà, ou alors sur sclérodermie.be, c'est plus compliqué, mais voilà, ou alors vous faites appel à la LUS aussi, pas de problème. D'accord. De mon côté, si vous voulez nous rejoindre pour faire partie de la saison, on va parler de saison 2023 pour suivre les cours à la PEC, donc vous pouvez soit via le site www.diacoach.be ou envoyer un mail à diacoach.be@gmail.com. Voilà Pascal, on arrive déjà au terme de ces petites papotes. Mais c'était très intéressant. Voilà, où on n'a pas forcément parlé diabète, mais on a parlé d'un sujet qui nous tient très à cœur tous les deux. Et pour terminer, je voudrais évidemment te remercier d'être venu. En tout cas, nous, on va continuer nos aventures communes l'année prochaine. Donc, ça ne m'étonnerait pas que vous nous croisez dans les hôpitaux, un peu partout, chez Brusano, KCE, la LUS, voilà. Oui, les universités. Nous sommes un couple formidable, voilà, très, très motivé et militant. Je voudrais remercier aussi mes fidèles amis Vincent et Marina qui sont à la technique. Et je vous rappelle que vous pouvez revoir tous les Facebook Live et la version podcast sur les réseaux sociaux. Et vous allez trouver tous les liens sur le site internet à www.diacoach.be. Et donc on vous dit à bientôt. Au revoir.